Installée depuis 2005 dans le 12e arrondissement de Paris, la Cinémathèque française fut créée en 1935 par un cinéphile passionné, Henri Langlois. Avant d'occuper de véritables locaux, ce qui allait devenir la cinémathèque la plus célèbre du monde ressemblait encore à un ciné-club associatif dont la mission première était de conserver et de faire vivre la mémoire du cinéma. Alors, la Cinémathèque, elle a été créée par Henri Langlois, avec des gens proches comme Georges Franju, avec cette idée qui était forte et vraiment très, très visionnaire, que le muet était un grand moment de l'histoire du cinéma, et pas du tout quelque chose auquel il fallait tourner le dos, mais au contraire, qui était quelque chose qu'il fallait faire vivre, dont il fallait garder la mémoire, et pourquoi pas projeter les films. Nous avons fait un petit ciné-club en 1935, nous avons créé un petit ciné-club qui s'appelait le Cercle du Cinéma, où on ne passait que des films muets, sans musique, sans commentaires, sans rien. Pas de débat, ce qui permettait à tout le monde de venir sans avoir la plaie. On disait « Ah, monsieur Untel, voulez-vous prendre la parole ?» Les gens n'aiment pas ça. Mais en 1939, l'invasion allemande stoppe l'expansion de cette association, forçant Langlois à cacher les copies des films interdits par les forces d'occupation. Langlois, pendant l'occupation, essaye de préserver au maximum ses collections. Dans des relations comme ça diplomatiques, de ruse avec les autorités allemandes d'occupation. Enfin, c'est une période très très noire, très compliquée. Et à la Libération, la Cinémathèque reprend, avenue de Messine, des activités très très difficilement. Hein. C'est toujours une association privée, hein. Elle n'a pas de subvention. En 1948, ce cercle du cinéma devient la Cinémathèque française et emménage dans ses premiers locaux équipés d'une salle de projection. Dès lors, toute une génération passe ses journées à apprendre le cinéma chez Henri Langlois. Je pense que Langlois détestait les gens qui passaient leur vie à la Cinémathèque et qui n'en faisaient rien. Langlois était un homme extrêmement cultivé, qui mélangeait le cinéma avec les autres arts, qui confrontait le cinéma avec les autres arts, de vouloir voir tous les films, etc. En soi, ça ne l'intéressait pas. Non, c'est quelqu'un qui, avec la connaissance énorme qu'il avait, vous savez, on dit qu'il pouvait identifier un film rien qu'en regardant un photogramme. Parmi les habitués, on trouvait aussi de jeunes passionnés qui allaient incarner le futur du cinéma. Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette, etc. C'était un peu le magicien pour eux. Il leur amenait des films rares, il leur organisait des projections, les programmes étaient parfois peu précis, mais il y avait des surprises. Et puis il leur amenait des fois des cinéastes. Hein. Il y a des photos très célèbres, si vous regardez, où on voit Dreyer à la Cinémathèque, avec Truffaut, avec Godard. Ils considéraient que Langlois, c'était leur maître, leur professeur, celui qui leur montrait des choses, des trésors. Chez Langlois, on ne collectionnait pas que les films, mais aussi tous les objets se rapportant de près ou de loin au cinéma. Scénarios, décors, costumes, photos et affiches. Ça, voyez-vous, eh bien ça, c'est Psycho. C'est un cadeau de Hitchcock. Il nous avait promis quelque chose pour le musée, et il nous a dit « je sais, je sais, je sais », et nous avons eu cette tête. Un jour, on a ouvert la boîte, on s'est dit « qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Et c'était la tête de Psycho. Et moi, je la garde ici parce que ça m'amuse beaucoup. Elle ressemble à une de mes anciennes secrétaires. Ses collections augmentent. Et puis, il a cette vision qui est formidable et qui est aujourd'hui encore à la base de ce qu'on fait dans nos missions. C'est de concevoir qu'il fallait aussi garder les scénarios, les affiches, les dessins, les maquettes, les costumes, parfois les appareils. Enfin, donc, constituer une collection. Et dans sa tête, il a en perspective l'idée de créer un jour un musée du cinéma. Il a un sens scientifique du désordre. En février 1968, le ministre de la Culture André Malraux, bien mal conseillé, démet Henri Langlois de ses fonctions, lui reprochant une mauvaise gestion. Les journalistes des cahiers s'emparent de ça. Henri Chaptier dans Combat réagit. Les cinéastes de la Nouvelle Vague qui savent ce qu'ils doivent à Langlois se mobilisent, il y a un comité de défense, et ça prend une proportion incroyable. Il y avait des manifestations au Trocadéro, les flics chargent un peu, Godard perd ses lunettes, de Chabrol aussi, enfin c'est cogné, enfin, bon, et ça émeut beaucoup, parce qu'on est dans une période un peu de la fin du gaullisme, De Gaulle est un peu vieux, et surtout Langlois jouit d'un prestige énorme. Ce soutien massif du monde de la culture permet à ce cinéphile visionnaire de retrouver sa cinémathèque et aura pour effet secondaire de mettre le feu aux poudres. Nous sommes à 2 mois de mai 68. Même si aujourd'hui on peut dire que dans la gestion de Langlois, évidemment, il y avait des choses à redire, sa gestion, sa non-transparence, bon, le fait qu'il était assez féodal dans sa façon d'être. C'était sa cinémathèque, il l'avait créée, pas pour lui, pour les autres. Finalement, Langlois peut créer le musée dont il a rêvé en 1972 au Palais de Chaillot. Le fait qu'on puisse voir aujourd'hui des films dits anciens, des films de répertoire ou de patrimoine, eh bien, d'une certaine façon, c'est la victoire de ceux qui, dans les années 30, ont dit il faut préserver le cinéma parce que c'est un art, il faut sauver les films et il faut les montrer. C'est ça le cinéma.
C'est quelque chose qui dépasse le temps, l'espace. C'est au-delà de la 4e dimension.